Messieurs les vice-recteurs, monsieur le doyen, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est pour moi un très grand plaisir d'être avec vous ce soir pour cette leçon de Nicolas Gisin. Leçon qu'on a intitulée d'adieu, mais vous avez toutes et tous compris que ce n'est pas un adieu. On ne dit pas adieu à Nicolas Gisin, c'est une leçon d'avenir. Une leçon d'avenir, on le verra ce soir déjà à travers sa conférence, mais aussi à travers toute une série d'événements qui vont encore jalonner l'année 2022. Et nous vous l'annonçons déjà, nous aurons le plaisir sans doute de pouvoir vous retrouver dans une salle telle que celle-ci, bien remplie, et j'en suis vraiment très très heureux, pour vous faire part de toute une série de nouvelles extrêmement importantes pour la Faculté des sciences, pour l'Université de Genève, mais même plus généralement pour la Suisse. Si ça avait été une leçon d'adieu, j'aurais sans doute dû retracer le parcours académique de Nicolas, et il ne se laisse pas vraiment facilement résumer. Si ça avait été une leçon d'adieu, j'aurais sans doute rappelé qu'en 1991, un article important qui a été écrit par Arthur Eckert, là il faut que je regarde mes notes comme pour ne pas me tromper, Nicolas, excuse-moi, c'est un article qui paraît dans la revue Physical Review Letters qui décrit ce qui est une expérience de cryptographie quantique. Et Nicolas comprend immédiatement l'importance de cet article, et comme il est toujours extrêmement réactif, comme il l'est encore aujourd'hui et comme il le sera encore demain, eh bien, il se saisit de cet article et il va faire une des toutes premières démonstrations de cryptographie quantique. Il faut dire que Nicolas a toutes les armes en main pour le faire. Il a une formation dans le domaine de la physique quantique, il a une expérience professionnelle dans le domaine de la télécommunication, et puis il a un laboratoire entouré de personnes qui sont, pour certaines d'entre elles, encore dans la salle ce soir. Et c'est un laboratoire qui est doté de détecteurs de photons, un élément extrêmement important, évidemment, pour réaliser cette première expérience de cryptographie quantique. Il parvient alors à transmettre un embryon de clé de cryptage à travers 1 kilomètre de fibre optique. Et puis, si ça avait été une leçon d'adieu, j'aurais dû vous rappeler aussi qu'en 1997, Nicolas Gisin réalise la première expérience d'intrication quantique dans les fibres optiques entre les villages de Bellevue et de Bernay. Là, je lis de nouveau mes notes, pour ne pas me tromper de village. L'intérêt de l'intrication, c'est évidemment d'ouvrir la porte à la téléportation quantique qui permet potentiellement de résoudre un des gros problèmes de la physique quantique, c'est la distance. S'il n'est pas possible, effectivement, d'amplifier les effets quantiques, il est en revanche possible d'installer des répéteurs, j'aurais dit répétiteurs, mais enfin c'est des répéteurs, hein, Nicolas, des répéteurs qui permettent effectivement la téléportation dans une distance beaucoup plus large et finalement de faire défi de cette distance. Si ça avait été une leçon d'adieu, je vous aurais aussi parlé évidemment de la fondation en 2001 d'une start-up qui fait l'honneur de notre université, de la Faculté des sciences, et je salue ce soir Grégoire Ribordy qui est avec nous. C'est la création en 2001 d'idées quantiques. J'ai cru comprendre qu'au départ, ça avait été un autre nom qui avait été éventuellement envisagé. Mais la tour de la télévision vous a inspiré pour le nom d'idées quantiques. Quelle bonne idée. Et c'est une création, une fondation qui est faite par Grégoire Ribordy, Hugo Zbindan, avec Nicolas Gisin et puis Olivier Guinard. Ce n'est pas une leçon d'adieu, c'est une leçon d'avenir, je l'ai dit, et j'aimerais le répéter ici, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, vous le savez, la Suisse est malheureusement, aujourd'hui encore, non associée au programme européen. Et cette non-association se traduit en particulier sur le fait que la Suisse ne peut pas participer au flagship Quantum Physics. Et c'est évidemment une situation extrêmement délicate. C'est un autogol pour l'Europe, c'est un autogol évidemment pour la Suisse. C'est aussi une opportunité pour que l'ensemble des institutions suisses qui travaillent dans le domaine de la physique quantique collaborent, se mettent ensemble pour devenir plus fortes. Et c'est sans doute ce qui va se produire à l'avenir, et c'est ce que nous appelons de nos voeux, et nous espérons évidemment que le gouvernement suisse, que le CEFRI, comprendra l'enjeu de cette collaboration forte pour que nous soyons encore plus attractifs à l'avenir lorsque les Européens voudront bien nous associer à nouveau à leur programme Horizon Europe. Et c'est évidemment un enjeu géostratégique, c'est ce que Nicolas Gisin d'ailleurs a clairement expliqué dans ce magnifique numéro de Campus que je vous invite évidemment à lire. C'est un enjeu géostratégique qui évidemment fait une confrontation entre différents blocs, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, et puis en Europe,
le Royaume-Uni et la Suisse, qui sont dans ce domaine les pays les plus en vue dans le domaine de la physique quantique. Et il est possible ici que l'on puisse jouer un tout petit peu de cette situation avec un accord qui vient d'être signé avec les États-Unis, qui permettrait éventuellement de pouvoir faire en sorte que la Suisse puisse se rapprocher des programmes américains de physique quantique. Et je pense que les Européens seront amenés à réfléchir à les décisions relatives à la non-association de la Suisse et notamment à la non-association pour le programme Flagship Quantum. Donc, Nicolas, je vais m'arrêter ici. Vous avez tous compris que nous aurons encore l'occasion en 2022 de se revoir. Nous aurons l'occasion de communiquer encore pour des projets qui sont en train d'être discutés avec d'autres institutions suisses, avec d'autres partenaires qui sont installés ici en Suisse et qui ont grand intérêt à développer avec nous ces recherches dans le domaine de la physique quantique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et je passe maintenant la parole au doyen de la Faculté des sciences, Jérôme Lacour. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, messieurs les vice-recteurs, madame l'ancienne vice-rectrice, monsieur l'ancien vice-recteur, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de section, directrices et directeurs de département, messieurs, mesdames les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, cher Nicolas. Quel plaisir de vous trouver ce soir dans cette salle comble pour écouter cette leçon sur les 3 erreurs d'Einstein. Peu de personnes peuvent se permettre de donner un tel titre à une conférence. S'il y en a un, c'est bien toi, Nicolas, qui a tant contribué au domaine de la physique quantique fondamentale, y compris théorique, jusque dans les applications de la cryptographie et téléportation quantique, et la création de la start-up ID Quantique, que notre recteur vient de résumer si bien. Aujourd'hui, ID Quantique, d'ailleurs, est le leader mondial des solutions de cryptographie à sécurité quantique. Grégoire, toute l'équipe, bravo. S'il fallait garder une seule de tes contributions, la plus connue est peut-être, sans doute, la première communication quantique à longue distance en 1995, dans laquelle un signal cryptographique quantique était transmis, alors je ne dirais pas, je ne peux pas me tromper encore une fois, mais à une distance de 23 km sur une fibre optique commerciale sous le lac Léman. Alors, Nicolas Gisin, est un pur produit de notre alma mater. Il a obtenu une licence en mathématiques et une maîtrise en physique avant son doctorat. Il est diplômé en physique de l'Université de Genève en 1981 pour sa thèse en physique quantique et statistique. Nicolas Gisin était en faculté des sciences, directeur du groupe de physique appliquée, appelé plus généralement par son sobriquet de GAP, de 2000 à 2017, et l'a fait évoluer de son statut de groupe à celui de département avec une immense visibilité internationale. Pour ses remarquables travaux, Nicolas a reçu notamment 2 ERC Advanced Grants consécutifs, le prix John Stewart Baird en 2009, le prix de la ville de Genève en 2011, en 2014, grâce d'ailleurs à un soutien et un lobbying très efficace, merci à notre ancienne vice-rectrice, la Suisse a reconnu son impact scientifique général en lui décernant le prix suisse de la science, parrainé par la Fondation Marcel Benoît et remis par le Conseil fédéral, également considéré comme le prix Nobel suisse. Nicolas Gisin a été sélectionné par le MIT Technology Review comme inventeur de l'une des 10 technologies qui devaient changer le monde. Nicolas Gisin a publié un livre populaire dans lequel il explique sans mathématiques, mais aussi sans cacher les concepts difficiles, la physique quantique moderne et certaines de ses applications fascinantes. Son livre intitulé Quantum Chance a été traduit en français vers l'anglais, l'allemand, le chinois, le coréen et le russe. Alors, notre recteur a parlé d'autogol. Je ne sais pas si cela existe dans son passe-temps favori qui s'appelle le hockey sur gazon. Il a joué au plus haut niveau suisse et a été président du Servette HC de 2000 à 2015. Et encore un effet Gisin, le club est devenu le plus grand de Suisse et a reçu en 2010 le titre de club de l'année de la Fédération européenne de hockey. Malgré toutes ces activités, sous lesquelles le sous-titre de leçon d'adieu n'est vraiment pas d'actualité, Nicolas Gisin accepte de nous donner cette conférence. Nicolas, viens me rejoindre, s'il te plaît, et nous donner cette conférence.
bonsoir. Ça me fait vraiment très chaud au cœur de voir tout ce monde qui vient pour une leçon qui est très mal intitulée. Comme a été mentionné abondamment, j'ai absolument pas l'intention de ralentir. En fait, c'est même le contraire, puisque maintenant j'ai moins d'administration, je vais pouvoir être beaucoup plus actif que jusqu'à présent. Peut-être juste alors, puisque quand je pense à ceci, ça m'excite la physique. Et une chose, je voudrais juste partager très brièvement avant de vraiment entrer dans le sujet. La semaine prochaine, il y a un nouvel article de Nature qui va paraître dans lequel on démontre que ces fameux répéteurs que M. le recteur a mentionnés, dans certaines configurations, ne peuvent pas être décrits juste avec des nombres réels. Il faut des nombres complexes, des espaces de Hilbert complexes avec cette partie réelle et imaginaire. Ça m'excite énormément. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir, parce que voilà. Donc c'est une leçon qui essaie de prendre un peu de hauteur. Vous verrez qu'il y a un peu de philosophie. Les concepts sont jamais faciles, mais je pense qu'ils sont intéressants. Donc j'ai choisi ce titre, Géraud. Les 3 erreurs d'Einstein. Alors effectivement, c'est un bon titre. À la preuve, la salle est pleine. Mais aussi, c'est un titre qui peut effectivement paraître un peu présomptueux. Et ce n'est pas du tout le but. En fait, le but pour moi, c'est de profiter de cette soirée ici pour plutôt vous parler de science et à travers la science et la physique en particulier, rendre hommage à Einstein, qui est vraiment la figure qui représente la physique. Tout le monde sait qui est Einstein. Donc, voilà. Mais derrière Einstein, il y a évidemment la physique et toute la science. Et donc, je vais lui rendre hommage, vous allez voir. J'ai mis comme sous-titre le génie de la mécanique, vous allez aussi entendre. Et puis, vous allez aussi confondre pourquoi c'est important de ne pas confondre science avec certitude. Et pourquoi ça me paraît tellement important de parler devant un grand public. Bon, je sais que la moitié sont ici plutôt des profs et des collègues, mais ça me paraît vraiment important parce qu'en fait, Einstein et la physique et toute la science, en fait, nous influencent beaucoup plus, influencent notre vision du monde, unsere Weltanschauung, beaucoup plus qu'on s'imagine. Et des fois un peu inconsciemment, je ne suis pas assez bien placé pour voir la caméra, c'est ça que vous êtes en train de me dire là-devant. Donc cette science, et en particulier la physique, et en particulier Einstein, nous influence énormément. Et des fois inconsciemment, on arrive à certaines préconceptions ou conclusions qui se trouvent être erronées. Et c'est de ça dont on va parler. Mais commençons par le début. Donc au début de la science moderne, c'est Galilée, Newton, en particulier Newton, qui avec son génie et son intuition a été le premier à comprendre que la pomme qui tombe, la Lune qui reste en orbite autour de la Terre, ou bien aussi le kangourou, la petite fille, ne tombent pas de la planète, et tout ça pour la même cause. Qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde sait, oui, ça c'est la gravitation, c'est la théorie de la gravitation universelle de Newton. Et ce que je montre ici, je pense qu'on a tous une très bonne intuition. C'est peut-être pas tous calculé et résoudre des équations, mais on comprend tous ce qui est en train de se passer là. Il nous paraît presque évident aujourd'hui. Et ça illustre justement le fait que la physique nous influence profondément. Mais enfin, voilà, ça c'est une réponse. Et en physique ou en sciences de manière générale, quand il y a une réponse, il y a toujours une question, ou en général même plusieurs. Et une question ici qu'on est en droit de se poser, mais comment la Lune et la pomme et le kangourou savent dans quelle direction tomber? Comment votre corps sait qu'il doit vous plaquer contre votre siège et pas au plafond? Même quand vous fermez les yeux, vous restez assis, il n'y a pas de problème pour savoir où est le bas, ou plus exactement, où est le centre de la Terre. Comment on fait? Comment le kangourou ou la Lune savent tout ça? Et ça, c'est vraiment une bonne question. Et c'est une question que d'ailleurs, Newton lui-même, le grand Newton, s'est posée. Que la gravité ou la gravitation soit inhérente et essentielle à la matière, de sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans la médiation de quelque chose pour transporter l'action et la force de l'un à l'autre, cela est pour moi, pour Newton, une si grande absurdité qu'à mon avis, aucun homme ayant une faculté
de réfléchir avec compétence aux problèmes philosophiques ne peut y tomber. Fort, hein, ce qu'il nous dit. Donc Newton lui-même nous dit, il ne faut pas y croire à ma théorie, ce n'est pas possible ce truc. Et puis effectivement, cette non-localité de Newton, action à distance, elle est telle que si on était capable de déplacer un gros rocher sur la Lune avec une petite fusée, cela aurait un effet immédiat, instantané sur notre poids sur Terre. Et en plus, cette information, pour que notre poids change, rien ne l'apporte. Ça, c'est de la télépathie. Je ne crois pas à la télépathie, donc il y a un truc qui ne joue pas là. Et puis effectivement, si on avait fait l'expérience, ce qu'on ne pouvait pas faire évidemment du temps de Newton, ce que même aujourd'hui, avec toutes nos technologies classiques ou quantiques, on ne saurait pas faire, ça, on aurait trouvé, en tout cas tous les physiciens sont persuadés qu'on aurait trouvé d'une part que la théorie de Newton n'est qu'une bonne approximation, que ce n'est pas la vérité ultime, et d'autre part, on aurait trouvé que la gravitation se propage très vite, à la vitesse de la lumière, mais à une vitesse finie, donc celle de la lumière. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque Newton, en gros, il nous dit il faut être fou pour croire en ma théorie de la gravitation universelle. Il avait bien compris que ça ne jouait pas, ce truc. Et puis encore aujourd'hui, malgré ça, des siècles après, c'est ce qu'on enseigne à nos collégiens. Je suis sûr qu'il y a des profs du collège ici, j'en ai vu que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les cours de formation continue. Et puis effectivement, je pense qu'il est vraiment temps qu'on arrête d'enseigner à nos collèges la télépathie, à nos collégiens la télépathie. Donc il faudrait bien sûr leur faire apprendre les équations et tout ça, mais sans prétendre qu'il s'agit de la vérité. C'est une bonne approximation, oui, mais ce n'est pas la vérité. Je pense que ça, c'est vraiment important. Puis je vous donnerai un exemple un peu plus tard de ce qu'on pourrait enseigner, par contre, en physique quantique, évidemment. Il y a des trucs très simples en physique quantique, très simples mathématiquement, peut-être pas conceptuellement, mais mathématiquement. Voilà, et puis c'est là qu'Einstein intervient. Einstein, c'est le génie qui a répondu à la question de Newton, des siècles après. La question de comment la Lune sait dans quelle direction tomber n'a été résolue que par Einstein et sa théorie de la relativité générale. En gros, l'idée, c'est que la Terre, la Lune, tous les corps, le vôtre, la pomme, lancent en permanence de petites balles dans toutes les directions. On pourrait aussi parler d'ondes gravitationnelles, ça se fait beaucoup aujourd'hui, mais c'est un peu la même chose. J'ai une image là, avec ces déformations d'espace-temps. Mais on peut imaginer donc ces petits gravitons qui partent dans toutes les directions, et comme elles n'ont pas de masse, elles se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc très vite, mais une vitesse finie, ça se propage vraiment de proche en proche. Et Einstein, il n'a pas fait que ça. Ça, c'est évidemment son œuvre majeure. Mais Einstein, en 1905, a eu deux autres traits de génie. C'est pour ça que je l'appelle le génie de la mécanique, parce que toutes ces explications sont extrêmement mécaniques. Ici, donc, l'idée, c'est que Einstein présente la description du mouvement brownien. Donc, c'est ce qui est illustré là. Vous avez beaucoup de petites particules, des atomes invisibles, tellement petits qu'on ne les voit pas, qui mécaniquement entrent en collision, heurtent des particules plus grosses, mettons des grosses molécules qu'on arrive à voir au microscope. Et puis comme ça, ces particules, elles ont un mouvement erratique et ça s'explique donc par ces collisions avec ces atomes invisibles. Et c'est Einstein qui, en étudiant la statistique de ce genre de collision, a donné corps à l'hypothèse atomique. Donc nous, rien que pour ça, c'est déjà un génie, mais on voit bien que c'est une explication extrêmement mécanique. Et l'autre explication, toujours en 1905, vous allez devoir beaucoup me suivre si je marche comme ça. Donc Einstein donne une autre explication mécanique de l'effet photoélectrique. Donc là, l'idée, c'est que ces petites boules d'énergie lumineuse, d'énergie électromagnétique, mécaniquement, lorsqu'elles frappent une surface métallique, éjectent des électrons. Et puis si la boule est rouge, il n'y a pas assez d'énergie. Si elle est bleue, il y a juste assez d'énergie. Si elle est ultraviolette, on peut extraire plus qu'un électron, les électrons avec des vitesses supérieures. Donc on voit bien ici que pour Einstein, ce génie de la mécanique, encore une fois, la nature est constituée de beaucoup de petites boules de billard qui s'entrechoquent mécaniquement.
Et tous ces chocs sont parfaitement réglés, et donc tout se déroule comme dans une horloge. Donc pour Einstein, l'univers, et quand je dis Einstein, ça veut dire toute la physique de son époque, l'univers est une énorme horloge, très complexe, mais enfin, ça avance comme dans une horloge. Et dans cette horloge, chaque action n'influence que son environnement immédiat. Les choses vont de proche en proche. Et donc ça donne un peu l'idée que science, c'est presque la même chose que déterminisme. On parle souvent de déterminisme scientifique, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un vous dit « oui, mais les choses pourraient aller comme ci ou pourraient aller comme ça », une pandémie par exemple, exemple pris au hasard, eh bien, évidemment, puisqu'il n'y a pas une réponse claire et ferme, c'est que ce n'est pas scientifique. Bon, évidemment, il y a beaucoup de complexité là-dedans, mais nous, on va regarder ça aussi d'un point de vue plus fondamental, plus ontologique. Bon, Einstein, génie, j'ai répété, il a reçu beaucoup de prix, énormément de prix, dont le prix Nobel, évidemment, et d'autres prix. Mais forcément, dans cette très longue liste de prix, il y a forcément eu un qui était le premier prix. Et je pense qu'à Genève, tout le monde devrait savoir que le premier prix qu'Einstein a reçu lui a été décerné par l'Université de Genève, docteur honoris causa, en 1909. Il y a en fait beaucoup plus de relations et de liens entre Einstein et Genève que la plupart des personnes n'en sont conscientes. Voilà, et on arrive ici à la première, ce que j'appelle la première erreur d'Einstein, en toute modestie. Dieu ne joue pas au dé. Beaucoup de gens ont déjà entendu cette célèbre phrase que Einstein a répétée en fait plusieurs fois. Ici, on le voit avec son ami Niels Bohr, qui est un des pères de la mécanique quantique. Et Einstein a vraiment pas mal insisté là-dessus. Par exemple, en 1922, il a rencontré le philosophe Bergson, qui était à l'apogée de sa gloire. C'est un philosophe extrêmement connu et prestigieux. Et Einstein a dévasté Bergson en affirmant péremptoirement « There is no such thing as the philosopher's time ». Bien aujourd'hui, on dirait « il n'y a pas de temps ni du philosophe, ni du psychologue ». Et il a été plus loin encore, Einstein, mais ça c'était dans une lettre de condoléances, donc on peut se demander si c'était pour consoler la veuve de son ami Bessot qui vivait d'ailleurs à Genève. Dans cette lettre, Einstein écrit « Il est parti, donc Bessot est parti de ce monde un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour des gens comme nous qui croient en la physique, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est autre qu'une illusion obstinément persistante. » Je ne sais pas si ça a beaucoup consolé la femme de Bessot, la veuve de Bessot, mais ça vous donne quand même une idée d'à quel point Einstein croyait à son Dieu ne joue pas au dé. En fait, bon, on pourrait aller un peu plus loin. Non, d'abord, le déterminisme selon Einstein. Donc, ce déterminisme selon Einstein est extrêmement fort. Pour Einstein, Dieu a très soigneusement choisi, déterminé les conditions initiales, ce qui signifie comment les choses étaient au moment du Big Bang, à l'origine, au début. Puis tout, absolument tout, s'est déroulé comme dans une horloge, sans surprise, sans aucune création. Et en particulier, Dieu n'a plus jamais eu besoin d'intervenir puisque tout était déjà réglé. Et aussi, les humains non plus n'avaient pas à intervenir, tout est déjà réglé. Tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de ressentir, tout était déjà déterminé au Big Bang. Bon. Ceci a été pris extrêmement au sérieux par certains physiciens. Ici, on va parler, je vais vous présenter une personne que je connais, une physicienne allemande, Sabine Offenfelder, qui fait des vidéos sur YouTube. Après toutes les 2 semaines, il y a une vidéo qui sort. La plupart de ces vidéos sont vraiment excellentes. Celle-là dont je vais parler est également excellente, mais excellente par ses excès, à mon avis. Donc Sabine nous dit la chose suivante. Vous êtes ici pour entendre ce que la science a à vous dire. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Les conditions initiales déterminent tous les événements, y compris dans les systèmes chaotiques. Toute l'histoire du monde, nous dit Sabine,
était déjà entièrement déterminé lors du Big Bang. Elle y croit vraiment. Nous sommes juste là pour regarder la pièce se jouer. Mais ce n'est pas fini, elle continue. Nous savons positivement que le futur est déterminé par le présent. Et elle conclut, si vous pensez différemment, vous déniez l'évidence scientifique. Ouh. Voilà, et elle n'est pas seule, il y a beaucoup de gens qui ont bien réfléchi, etc. Il y a des tas de livres, j'en ai mis que 2, The Free Will Delusion, The Illusion of Time, donc le libre arbitre, le passage du temps, tout ça, ce ne sont que des illusions. Ce que Sabine Offenfelder, c'est donc physicienne allemande, nous dit, c'est que c'est comme au cinéma. En fait, tout est déjà dans la bobine, là. Par contre, quand vous êtes au cinéma, vous sentez quand même le temps passer. Si le film est mauvais, ça passe lentement. Au contraire, si le film est bon, vous êtes pris, vous êtes excité, il y a une tension. Mais ça, c'est les spectateurs. Mais si maintenant c'est tout l'univers et toute son histoire, tout qui est sur la bobine, il n'y a plus de spectateurs. Il n'y a plus personne pour regarder ce qui se passe. C'est juste une sorte d'automate qui fonctionne par lui-même. Donc ça, c'est un peu vraiment, alors poussé peut-être un peu à l'extrême, là, je pense que lorsque Sabine nous dit « nous savons », ça, c'est plus de la science. Ça, c'est du scientisme. C'est élever la science au rang d'une religion. Les religions, ils savent, définitivement, une fois pour toutes. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Mais voilà, en tout cas, ce n'est plus de la science. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et effectivement, l'indéterminisme n'a jamais vraiment abandonné, même si cet indéterminisme, on l'a mis un peu au placard, on ne s'en est pas trop occupé. Après tout, on peut s'occuper de beaucoup de manières sans avoir besoin de considérer ces problèmes. Mon ami Flavio Del Santo a écrit cet article où il fait une analyse vraiment plus historique, il va un peu plus loin dans cette analyse de ce que Einstein pensait vraiment avec son « Dieu ne joue pas au dé ». Mais ce que je veux vous lire aujourd'hui, c'est ce qu'une philosophe, Elisabeth Anscombe, a écrit. Elisabeth Anscombe, c'était une collaboratrice de Wittgenstein. Dans ce qu'elle écrit, c'est « Le succès de l'astronomie de Newton, en particulier cette lune qui tourne autour de la Terre, a été, en un sens, un désastre intellectuel. Il a produit une illusion. L'impression que nous avions là un idéal d'explication scientifique, alors qu'en réalité, ce n'est que l'obligeance du système solaire d'avoir eu une histoire aussi paisible qui a produit un tel modèle. » C'est bien comme réponse, mais bon, ça n'a pas convaincu énormément de monde. Alors, on va regarder ce truc un peu plus près, là, ce fameux mouvement brownien ou ces systèmes chaotiques. Vous voyez ici, avec tous ces petits atomes, petites billes qui entrent en collision les unes avec les autres et avec cette molécule. Donc ça, c'est un système chaotique et l'évolution d'un tel système est hypersensible aux conditions initiales. Ça veut dire que si initialement j'avais déplacé une de mes petites billes bleues, juste d'une fraction de millimètre, toute l'évolution de ma grosse bille rouge aurait été différente. C'est très sensible aux conditions initiales. Mais donc, il faut se poser la question, quel est le statut de ces conditions initiales? Alors, pour faire ça, on va prendre un système plus simple que celui-ci. Là, on voit bien, c'est trop compliqué, on ne va pas y arriver. On va prendre un système très simple, mais qui reste néanmoins chaotique et qui est un modèle donc, hyper simplifié, pas très réaliste, mais un système de la météo. Donc on a juste des nombres entre 0 et 1, ça c'est la probabilité qu'il pleut. Donc à 1, il pleut, à 0, il fait soleil, et puis il peut faire plus ou moins gris entre deux. Et voilà, donc l'état d'un tel... Ah oui, puis ensuite l'évolution, c'est on tire dessus, et après on replie. C'est pour ça que ça s'appelle la transformation du boulanger qui, avec sa pâte, tire sur sa pâte et replie sa pâte. Voilà. Et cette transformation, cette dynamique donc hyper simplifiée de ce que c'est qu'une dynamique d'un système chaotique, peut s'écrire comme ceci. Donc ça commence avec un 0. Là, le x, c'est la position là, entre 0 et 1. Commence avec un 0, virgule, et ensuite vous avez toutes les décimales. Alors moi, des fois, je dirais bits à la place de décimales, mais ici, ce n'est pas très important, savoir si c'est des bits ou des décimales. Ça, c'est la condition initiale. Et ça continue, un nombre réel, ça continue, on en verra tout à l'heure.
Et puis la dynamique, elle nous dit la chose suivante, c'est que le premier bit, on peut l'oublier, c'est parce qu'on replie. Le deuxième bit devient le premier, le troisième devient le deuxième, le quatrième devient le troisième, etc. Et donc, à chaque pas temporel, mettons qu'un pas temporel, c'est 1 heure typiquement, ben, tout va se décaler sur la gauche, va se rapprocher de la virgule qui est au début. Et donc, savoir si x est dans la moitié gauche, donc plutôt ensoleillée, ou droite, plutôt pluie, après n pas, c'est-à-dire n heures, ben, ça dépend du nème bit de la condition initiale. Donc là aussi, je crois qu'on comprend assez facilement qu'il y a ces bits qui sont, ou ces décimales qui sont très loin ici, qui n'ont aucune importance initialement, puisque tout se décale, finalement, ça devient très important. Ça devient donc très sensible à ces conditions initiales. Et donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que le millième, par exemple, bit ou le millième décimal existe physiquement? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et la question n'est pas de savoir si ce millième bit peut être mesuré, mais de savoir s'il correspond à quelque chose de physique ou quelque chose d'ontologique. Là, on parle d'ontologie, pas d'épistémologie. Et pour répondre à cette question, on va essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est qu'un nombre réel. Un nombre réel typique. Alors vous en avez déjà tous vu des nombres réels. Déjà, il y a les 1, 2, 3, les nombres qu'on peut compter, là, les entiers. Mais il y a aussi racine de 2, pi ou une fraction comme 77 sur 125. Mais ça, c'est tous des nombres réels exceptionnels. Ils sont exceptionnels dans le sens qu'ils ont un nom, ou un algorithme, ce qui revient au même. Ils ont un nom, et donc on pourrait les classer dans un énorme dictionnaire. Bon, c'est un dictionnaire avec un nombre infini de pages, mais on peut tous les classer. Il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, etc. On peut les compter. Et donc, même s'il y en a un nombre infini, il n'y en a qu'un nombre infini qu'on appelle dénombrable ou discret. On peut les compter, puis il y a de la place entre deux. Par contre, un nombre réel typique, les décimales d'un tel nombre n'ont aucune structure. S'il y avait une structure, on pourrait utiliser cette structure pour lui donner un nom. Mais un nombre réel typique n'a aucune structure. Les décimales sont totalement aléatoires, aussi aléatoires que les résultats de mesures en physique quantique. Donc en fait, on a de l'aléatoire dans les nombres réels, donc dans les conditions initiales. Et puis peut-être une bonne manière de penser à un nombre réel typique, c'est vraiment ça. Vous prenez un générateur aléatoire, on y reviendra tout à l'heure, et puis ce qui sort, il y en a qui appellent 0 et 1, et ce qui sort là, ça c'est un nombre réel typique. Et vraiment, si on pense davantage à ces nombres réels typiques, c'est vraiment des monstres. C'est des monstres parce qu'ils contiennent une infinité d'informations. Et Émile Borel a, par exemple, fait la remarque qu'un seul nombre réel peut encoder les réponses à toutes les questions qu'on peut formuler dans n'importe quel langage. C'est bien une manière d'illustrer qu'il y a une quantité infinie d'informations dans un seul nombre réel. Et donc la seule façon, et là maintenant c'est Grégory Chatin, qui est un des grands ponts de la théorie de la complexité, donc Grégory Chatin nous dit la seule façon correcte de penser à un nombre réel typique est comme une suite infinie de décimales produites par un vrai générateur aléatoire. Allons encore un tout petit peu plus loin en faisant l'hypothèse suivante. Hypothèse, je crois, facile à comprendre. Imaginons un volume fini, 1 centimètre cube, ça. Et faisons l'hypothèse que dans ce volume fini, on ne peut mettre pas plus qu'une quantité finie d'informations. Donc, par exemple, la petite bille là, qui est dans mon volume fini ne peut pas être décrite par un nombre réel, en tout cas ne peut pas être décrit fidèlement, puisqu'un nombre réel a une quantité infinie d'informations, donc je mettrai une quantité infinie d'informations dans mon petit centimètre cube. Donc, en résumé, les nombres réels ne sont pas réellement réels. Ça, c'est peut-être le slogan que vous pouvez essayer de vous rappeler. Ou pour parler un peu plus précisément, les nombres que les mathématiciens appellent réels sont physiquement aléatoires. Mais ce n'est évidemment pas parce que Descartes a appelé réels les soi-disant nombres réels qu'ils sont réellement réels. Et donc ce seraient ces nombres aléatoires
qui devrait être à la base du déterminisme scientifique. On voit qu'il y a quelque chose qui ne joue pas là. Ce n'est pas possible que des nombres aléatoires nous mènent au déterminisme, surtout au déterminisme scientifique. Ah oui. Là, je vous montre un nombre réel, comme je l'imagine moi. Donc ça commence, bon ici c'est un 0, mais peu importe. Puis ensuite, il y a toutes les décimales qui arrivent. Et ça continue, ça continue. Bon, si on avait un temps infini, on pourrait attendre. Vous comprenez bien qu'à un certain moment, je vais arriver là en bas du slide, puis ça va continuer, ça va descendre, ça va traverser la Terre, ça va traverser le système solaire. Après un certain temps, ça va sortir de la galaxie. Mais ça continue à l'infini. C'est ça un nombre réel comme moi je l'imagine. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que les mathématiciens nous présentent les nombres réels. Pour un mathématicien classique, un nombre réel, c'est la chose suivante. Vous êtes prêts? Attention, concentrez-vous. Chla! Une infinité d'informations en 0 temps. Alors c'est très beau, on peut faire des mathématiques magnifiques avec ça. Mais ce n'est pas de la physique. Ce n'est pas possible qu'en 0 temps, on sorte une quantité infinie d'informations. Et puis effectivement, on parle souvent des mathématiques au pluriel. Ça veut dire qu'il existe plusieurs mathématiques. Il y a entre autres les mathématiques classiques, ça c'est celles qu'on apprend au collège, à l'université. Et puis il y en a d'autres, dont une dont je vais vous parler un peu plus, qu'on appelle les mathématiques intuitionnistes. Et puis comme figure des mathématiques classiques, j'ai pris Hilbert, qui est hyper connu de tous les physiciens et tous les mathématiciens. Et pour Hilbert, et donc pour les matheux classiques, chaque nombre réel est une entité individuelle totalement accomplie. Toutes les décimales sont données d'un coup. Et le continuum, cette ligne, est constitué d'une collection de points individuels. Donc dans les maths classiques, les nombres réels existent en dehors de l'espace-temps, dans un monde platonique. Alors évidemment, si on utilise ce langage-là, le langage des mathématiques classiques, un langage totalement atemporel, ça va être difficile de parler du temps. D'autre côté, il y a les maths intuitionnistes, que je représente ici par son père fondateur, Brouwer, un mathématicien hollandais génial, mais aussi un peu caractériel. Et dans ces maths intuitionnistes, les nombres réels sont des processus qui se développent au cours du temps. Rappelez mon premier nombre réel, comme j'imaginais, ça se déroule au cours du temps, les décimales viennent les unes après les autres. Donc les décimales ne sont pas toutes données d'un coup. Et le continuum est une collection visqueuse de processus. Bon, là, je vous ai fait ça avec des décimales, mais en fait, c'est des informations qui apparaissent. On pourrait avoir un nombre qui oscille autour de 1/2, sans qu'à un temps fini, on puisse décréter qu'il est plus grand ou plus petit que 1/2. Donc ici, dans ces maths-là, les maths intuitionnistes, le temps est essentiel et à chaque instant, il n'y a qu'une quantité finie d'informations. Donc là, on peut dire la chose suivante. Au lieu d'un Dieu qui joue au dé quand une potentialité s'actualise, on peut, comme Einstein, dire Dieu, en fait, a lancé tous les dés au moment du Big Bang et a codé tous les résultats dans les conditions initiales de l'univers. Pourquoi pas? Choisirez la solution que vous préférez. Mais il est sûr qu'on est face à un choix. On peut choisir. Soit le présent révèle rétroactivement des conditions initiales d'un passé lointain, soit nous comprenons le présent comme résultant d'une réalité encore inachevée et le futur est ouvert. Et donc, en fin de compte, avec cette analyse, j'espère vous convaincre que c'est le langage mathématique qui pousse les physiciens à parler de chaos déterministe. S'ils parlent maths classique, c'est déterministe. S'ils parlent maths intuitionniste, ce n'est pas déterministe. Avec exactement les mêmes prédictions, les mêmes faits. Donc, ce n'est pas les faits qui nous forcent vers le déterminisme. Et puis, on peut regarder comment les physiciens appliqués, après tout, je viens du GAP, n'est-ce pas? Groupe de physique appliquée. Comment les physiciens appliqués, ils utilisent ça? Ils font comment?
Par exemple, pour faire la physique du climat, sujet extrêmement actuel, les physiciens du climat, ils ont des gros ordinateurs, mais ces ordinateurs, ils sont finis, évidemment. Donc, ils ne vont pas pouvoir mettre un nombre réel là-dedans. Ça ne va jamais rentrer. Un nombre réel, c'est une quantité infinie d'informations. Vous ne pouvez pas le faire rentrer. Donc, ils vont utiliser des nombres tronqués. Ils vont arrêter à un certain moment dans la liste des décimales. Et puis ensuite, ils vont faire tourner leur simulation. Et au cours de leur simulation, puisque le climat est un système chaotique, il va falloir que ces petites décimales deviennent importantes, mais il faudra les définir. Qu'est-ce qu'ils font dans la pratique? Ils rajoutent des restes aléatoires. C'est exactement comme ça qu'en fait le climat est simulé. Alors, est-ce que c'est juste de faire comme ça? Ils n'utilisent pas les maths classiques. Sans le savoir, ils font de l'intuitionnisme. Je pense que c'est parfaitement juste. Évidemment, ça veut dire aussi qu'ils ne peuvent jamais vous dire exactement quel sera le climat dans un siècle. Non seulement parce que c'est super compliqué, mais même ontologiquement, ce n'est pas déterminé. Ça dépend un peu de ces petits restes qu'on met. Mais de toute façon, on ne pourrait pas faire mieux. Et je pense que ces physiciens nous donnent des prédictions qui sont probabilistes, comme pour une pandémie, qui sont probabilistes, mais parfaitement rigoureux. Rigoureux, ce n'est pas la même chose que déterministe. Et puis donc des propositions concernant le futur. Est-ce que dans une semaine, il va pleuvoir ou pas? Des choses comme ça. Certaines de ces propositions ne peuvent être ni vraies ni fausses, même en mathématiques, du moins en mathématiques intuitionnistes, où la loi du tiers exclu n'est pas correcte. Et puis on parle souvent aussi, surtout en physique quantique, de variables cachées. Et ces mêmes physiciens qui nous parlent de variables cachées le font généralement en ignorant que, en fait, les nombres réels qu'ils utilisent sont les variables cachées de la mécanique classique. Donc, en fait, pratiquement tous les physiciens utilisent des variables cachées. Voilà. J'en arrive au premier slide où on montre un peu de physique quantique, avec idées quantiques. Ici, on va revenir là-dessus, mais pour vous convaincre que c'est vraiment sérieux, vous voyez, il y a de l'anglais là-dessus, mais ce n'est pas grave. Ça a été certifié par l'Office fédéral de la métrologie, ça doit être vrai, ça doit être sérieux. Ça a été certifié par l'armée française et en fait encore par beaucoup d'autres entités. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. On envoie des photons sur un séparateur de faisceaux et derrière, alors bon, mes capacités PowerPoint sont telles que mon photon il s'arrête là, mais dans la réalité, le photon il va jusqu'au détecteur et un des deux détecteurs détecte le photon. Si c'est le 0 qui est détecté, ça nous fait un 0. Si c'est le 1, ça nous fait un 1. Et puis ensuite, voilà, cette collection de résultats aléatoires s'empile. On voit bien aussi que ça ressemble beaucoup à mon nombre réel intuitionniste qui s'empile, où les décimales viennent les unes après les autres. Mais donc ici, quand on commence à rentrer dans le monde quantique, contrairement à la physique classique, où on a le choix en déterminisme et indéterminisme, suivant le langage, en physique quantique, on n'a pas le choix. L'indéterminisme est inévitable. Et là, maintenant, la question, c'est mais pourquoi les physiciens sont vraiment convaincus de l'existence du hasard quantique? Et pour répondre à cette question, il faut venir à la deuxième erreur d'Einstein, quand il affirmait « il n'y a pas d'action fantôme à distance ». Beaucoup discuté de ça aussi avec Bohr. Ça, c'est une deuxième erreur, mais je pense quand même de nature complètement différente de la première. Il faut se rappeler quand même, Einstein, c'est le génie qui a rendu la physique locale avec la relativité générale en 1915. Depuis, toute influence se propage continuellement de proche en proche. Et puis, il faut quand même voir, 10 ans après son chef-d'œuvre, la relativité générale, arrive la mécanique quantique qui lui dit « Non, non, en fait, il y a de la non-localité. » Alors, ce n'est pas étonnant qu'il se soit fortement opposé à la non-localité quantique. Il n'y a pas besoin de faire des études de psychologie pour voir qu'il y a quelque chose, il a dû être touché dans ses tripes, Einstein. Là, ça ne va pas, ça, c'est mon œuvre, la localité. Vous n'allez pas m'abîmer mon œuvre. Donc, je comprends qu'il ait réagi. Puis une autre remarque ici, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, c'est aussi intéressant de noter que finalement, la nature a donné raison à Bohr. Bohr, lui, répondait « Allez, Albert, tais-toi, c'est comme ça ».
Donc, il ne donnait pas une réponse très élaborée. Enfin, personne n'a jamais compris la réponse de Bohr. Mais il se trouve qu'à la fin, c'est quand même Bohr qui avait raison. Mais ce sont les questions d'Einstein qui ont permis le progrès. C'est grâce aux questions d'Einstein qu'on est aujourd'hui en train de développer ces fameuses technologies quantiques, chez des quantiques et ailleurs, comme Monsieur le recteur l'a rappelé tout à l'heure. Alors, essayons de comprendre. Alors voilà, on revient à nos fameux villages Bernay-Bellevue qui ont déjà été mentionnés. Et peut-être je vous dire, vous verrez dans un petit moment pourquoi, Bernay-Bellevue, c'est 10 km. Et à l'époque, on faisait ça avec Hugo et Wolfgang qui sont quelque part là-bas. Et on le faisait à vélo. Et je vous assure que 10 km, c'est pas mal long à vélo. Il y a une vraie distance. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et puis voilà, là, je vous montre juste des résultats. Parce que c'est une vraie expérience. Là, ce n'était pas que de la théorie. Là, il y avait vraiment une expérience. Et puis voilà, vous avez des visibilités. Ce n'est pas 100%, mais on n'en est pas loin. C'était pas mal. C'est la vraie réalité, disons. Et ce qu'on essaye de faire dans ce genre de situation, donc vous voyez, il y a Alice qui est à Bellevue, il y a Bob qui est à Bernay, et puis on va poser des questions à Alice et Bob, enfin, au photon qui arrive à Bellevue et au photon qui arrive à Bernay. Et puis ces questions, je vais les numéroter 0 et 1. Vous me direz, pourquoi pas les appeler 1 et 2 ? Bon, c'est parce qu'on est influencé par les informaticiens. Donc on commence à compter à 0 chez nous. 0 et 1. Et ensuite, on leur dit, Alice et Bob, ou les photons, s'il vous plaît, vous nous donnez une réponse. Vous allez vers un détecteur qu'on appelle 0 ou un autre détecteur qu'on appelle 1. Et puis, ce qu'on vous demande, vous allez jouer non pas l'un contre l'autre, mais vous jouez ensemble. Et ensemble, vous devez vous arranger pour nous donner des réponses qui sont toujours identiques, peu importe la réponse, mais identiques, sauf quand vous avez, par chance, par hasard, reçu tous les deux la question 1, numéro 1. Dans ce cas-là, on aimerait des réponses différentes. Alors peut-être ce soir, vous allez essayer de mettre au point une stratégie ici pour jouer à ce jeu de Bell, inégalité de Bell de façon plus technique. Donc c'est comme dans un examen, vous ne connaissez pas les questions à l'avance, par contre vous connaissez les règles du jeu. Donc vous pouvez essayer ce soir et vous allez voir que c'est impossible. C'est impossible de gagner à ce jeu-là. On gagnera de temps en temps par chance, mais on ne peut pas gagner systématiquement à ce jeu-là, c'est impossible. Pas très difficile sans convaincre. Mais ça, je vous laisse faire ce soir. Et donc, ça me permet maintenant de vous expliquer pourquoi les physiciens sont convaincus de l'existence du hasard quantique. Alors, il faut faire quelques hypothèses. La première, c'est que l'espace existe. Rien ne saute instantanément d'ici à là. Ou si vous voulez, ces distances qu'on a vécues sur nos vélos, c'est vrai, ce n'est pas une illusion, cette distance. Il y a vraiment une distance entre Bernay et Bellevue. C'est presque une évidence, mais on va être sérieux, donc on va mettre ça comme une hypothèse. Deuxième hypothèse, à niveau quasiment évidente, il existe des systèmes indépendants. Ça veut dire ici, ce qui est important, c'est qu'on puisse poser des questions à Alice et d'autres à Bob, indépendamment de Alice et Bob. Donc des questions que Alice et Bob ne connaissent pas à l'avance. On ne peut pas faire un examen si les étudiants connaissent toutes les questions à l'avance. Donc, il faut qu'il y ait des systèmes indépendants. Puis ensuite, il y a un fait expérimental, c'est ce qu'on a vérifié avec mon équipe entre Bernay et Bellevue. D'autres avaient fait avant, d'autres ont fait aussi après, à savoir que ces règles que j'ai énoncées avant sont satisfaites, qui se résument dans cette petite équation. C'est juste les règles de tout à l'heure. Et à ce moment-là, avec ces hypothèses, encore une fois, il y a deux hypothèses que je qualifierais de presque évidentes, et puis ensuite, il faut faire l'expérience. Ça, c'est plus compliqué, mais on peut le faire. Et à ce moment-là, on a un théorème, un vrai théorème mathématique, donc pas un truc qui se discute, ce n'est pas une opinion, c'est vraiment comme ça. Et ce théorème, il vous dit que les résultats A et B chez Alice et Bob, donc ce qui sort ici, c'est véritablement au hasard. On ne peut pas aller différemment. Et en fait, si on mettait ici vraiment égalité, c'est-à-dire qu'on avait vraiment égalité parfaite, la démonstration de ce théorème est vraiment du niveau de n'importe quel collégien. C'est mathématiquement super facile. Donc là, les enseignants du secondaire, il faut vous y mettre. C'est conceptuellement compliqué, mais mathématiquement, c'est simple, beaucoup plus simple que la théorie de la gravitation de Newton. Alors maintenant, par contre, dans la réalité, on n'a pas égalité ici. On n'arrive pas à être exactement à 100%. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, la vraie démonstration, elle est venue en 2010, dans Nature. Et ce qui est intéressant ici,
c'est le nom du premier auteur, Stefano Pirogno, qui était en fait postdoc dans mon groupe à Genève. D'ailleurs, le deuxième, Antonio Assine, était aussi postdoc chez moi, mais pas au moment de l'article, avant. Donc, bon, je vais lire ce qu'il y a là-haut. Donc, notre univers n'est donc définitivement pas déterministe. La nature produit des actes de pure création. Ça, c'est assez fort, hein? La nature produit des actes de pure création. Et c'est le scientifique qui parle. On l'a vraiment démontré. Ce n'est pas une opinion. Et là, j'aimerais, puisqu'on est à Genève, quand même montrer à quel point Genève a joué un grand rôle dans toute cette histoire. En 1964, John Bell, physicien au CERN, c'est lui qui a inventé le jeu de Bell, les inégalités de Bell. Ensuite, en 1991, j'ai démontré que pratiquement tous les états quantiques produisent de la non-localité quantique. Donc, cette non-localité, ce n'est pas un truc super bizarre qu'on va seulement observer dans certains laboratoires très sombres, dans certains sous-sols. C'est un truc qui existe un peu partout, sans arrêt. C'est omniprésent. Puis ensuite, en 1997, avec mon équipe, on a réalisé la première démonstration de non-localité quantique entre ces fameux villages devenus célèbres entre de Bernay et Bellevue. Et ensuite, donc, en 2010, Stefano Pirogno et ses collègues ont démontré et quantifié le hasard nécessaire pour la non-localité sans télépathie, donc, sans qu'il y ait transmission instantanée d'informations. Donc, la nature est non locale, n'en déplaise à Einstein. Elle est capable de se coordonner à distance sans aucune influence qui se propagerait continuellement de proche en proche. Ce que j'aimerais rajouter ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent m'écouter en espérant que je vais enfin leur expliquer la télépathie, c'est qu'en fait, tout ceci, cette coordination, n'implique aucune transmission d'informations. Corrélation, ce n'est pas la même chose que causalité. Donc, il n'y a pas de télépathie ici. Mais néanmoins, cette corrélation s'établit sans influence se propageant ni de l'un ni de l'autre, ni du passé vers les deux. Ah oui, ça, j'ai rajouté ce slide parce que j'aime beaucoup ça. Relativité. Alors, tout le monde, lorsqu'on dit relativité, ah oui, mais alors, il faut aller vraiment vite, il faut aller quasiment à la vitesse de la lumière pour voir des effets relativistes. Ben non. En fait, si vous avez une distance de 10 km, Bernay-Bellevue, et puis vous avez quelque chose qui va à la vitesse de 100 mètres secondes, c'est à peu près c'est une voiture de course, une bonne Ferrari, c'est pas la vitesse de la lumière, et que vous avez un bon timing, donc une bonne synchronisation entre Bernay et Bellevue, comme on a pu le faire, là on a pu faire une expérience assez fascinante, je trouve, qui est telle que donc, Alice se déplace vers la gauche, Bob se déplace vers la droite, donc ils s'éloignent l'un de l'autre, de telle sorte que Alice, de son point de vue, de son référentiel d'inertie, fait la mesure avant Bob. Bon, si elle fait la mesure avant Bob, elle ne peut pas être influencée par Bob, puisque Bob n'a même pas encore choisi de faire la mesure. Mais c'est symétrique. Bob, dans son référentiel d'inertie à lui, et on sait qu'avec la relativité, la chronologie de deux événements peut changer dépendant du référentiel dans lequel on est, ben Bob aussi, de son point de vue, fait la mesure avant Alice. Donc Bob non plus ne peut pas être influencé par Alice, puisqu'il fait la mesure avant. Et même dans cette situation assez extrême, on a retrouvé avec Hugo et les autres que les inégalités de Bell étaient violées ou que le jeu de Bell était gagné. Voilà, donc maintenant on est convaincus, enfin j'espère que vous êtes tous convaincus, qu'il y a de l'aléatoire quantique. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et donc, ce qui sort là, c'est vraiment des bits aléatoires. Alors ces générateurs aléatoires, il y a, à la fin des années 90, avec un étudiant, on avait créé le premier de ces générateurs aléatoires. Ça avait à peu près la taille d'un soulier. Et j'étais très fier qu'on ait pu réaliser un générateur aussi efficace. Et puis après, les ingénieurs d'idées quantiques sont arrivés, ils ont mis tout ça dans une boîte d'allumettes. Ça fait à peu près 4 cm. Waouh, vraiment bien. Mais les ingénieurs, c'est des gens vraiment remarquables et ils ne se sont pas arrêtés là. Et aujourd'hui, on a des générateurs aléatoires qui font, je crois que c'est 2 mm.
et en plus à basse consommation. Et donc, c'est tellement petit à basse consommation que vous pouvez le mettre dans un téléphone Samsung. Et donc, vous avez un téléphone quantique, c'est-à-dire un téléphone qui inclut, ce n'est pas tout le téléphone qui est quantique, mais ce téléphone inclut un petit processeur quantique qui génère des nombres vraiment aléatoires. Et en Corée, parce que pour l'instant, on peut acheter ça qu'en Corée, il y a donc des gens qui communiquent avec leur banque en utilisant cette sécurité quantique. C'est la première application grand public des technologies quantiques. Et malheureusement, en Suisse, ni Swisscom, ni aucun de ses concurrents n'insiste auprès de Samsung pour aussi avoir des téléphones quantiques. C'est vrai qu'en Suisse, on a une capacité d'inertie qui est assez remarquable. Néanmoins, ces technologies quantiques vont former nos esprits, ou les esprits de nos enfants, à l'indéterminisme scientifique, puisque dans ces technologies, au cœur de ces technologies, il y a de l'indéterminisme. Et là, ce n'est plus une question de choix de langage mathématique, c'est vraiment comme ça. Donc les deux erreurs d'Einstein, pour résumer jusqu'ici, d'une part, donc, le déterminisme n'est plus qu'un acte de foi. La rigueur scientifique n'implique pas le déterminisme. Par contre, il faut quand même rajouter, l'indéterminisme, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas du grand n'importe quoi. L'indéterminisme est régi par des lois précises, mais ce sont des lois de probabilité. Le monde n'est pas une gigantesque horloge. Désolé, Einstein. Et certaines corrélations ne s'expliquent pas par des influences se propageant continuellement de proche en proche. Alors j'arrive, j'ai peut-être déjà dépassé mon temps. Il me reste encore une erreur. Bon, alors rassurez-vous, la dernière erreur, elle va être de nature complètement différente et il ne me faudra pas beaucoup de slides pour vous la présenter. C'est une erreur que j'appelle l'uniforme des physiciens. L'image standard d'Einstein, c'est celle-là. Alors bon, non, mais décennies, carrière de décennies de prof à l'Uni, tous les rectorats et tous les décanats ont mis une énergie folle à essayer de me culpabiliser parce qu'il n'y a pas assez de femmes en physique. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes. Enfin, ce n'est pas ma faute quand même. Mais alors, on vient avec des règlements, et encore des règlements, et puis une commission ici, et ça n'en finit pas, avec un résultat en gros nul. Bon, pourtant, c'est vrai que ça serait vraiment sympa d'avoir plus de femmes, d'avoir une université plus équilibrée. J'ai personnellement 3 petites filles, puis je serais super heureux si l'une ou 2, ou voire les 3, c'est pas Lucie, il faut écouter là, se mettaient à étudier des sciences, la physique ou quelque chose comme ça. Mais si je montre à mes petites filles ça en disant ça c'est l'icône de la physique, alors la réponse ça va être non, je veux pas ressembler à ça. Je crois qu'on a un vrai problème là avec l'image que ce genre de photo donne du physicien, qui en plus devrait être solitaire d'après Einstein, ce qui est une aberration, on travaille en équipe. Il y a d'autres photos là, d'Einstein, toujours aussi ébouriffé et pas particulièrement attrayant. Pourtant, Einstein, plutôt un beau gosse, non? Et puis, voilà, là, on pourrait dire c'est le genre idéal. Mais Einstein, avec tout son succès, a dû être enquiquiné un maximum par des journalistes qui lui ont demandé « Est-ce que vous pouvez m'expliquer la relativité générale en 2 minutes ?» Comme les journalistes qui me demandent « Vous pouvez m'expliquer la mécanique quantique en 2 minutes ?» Il faudrait vraiment que je sois super con pour qu'il m'ait fallu 30 ans pour comprendre ce que n'importe quel journaliste peut comprendre en 2 minutes. Donc Einstein en avait marre et avant d'aller voir un journaliste, exprès, s'ébouriffait. Mais je pense que c'était finalement une erreur. Cela dit, on pourra encore en discuter. J'espère que personne ne prend ça mal, mais je pense qu'on doit faire quelque chose, mais pas forcément des commissions. Arrêtez avec vos commissions. Personnellement, cette image m'a influencé, et en préparant la présentation de ce soir, je suis tombé sur cette photo. Une photo de quand j'avais à peu près 25 ans, j'étais au début de ma thèse de doctorat à Genève.
Et sur la photo, je suis en fait en vacances au sud de l'Inde, dans un petit hôtel au bord de cet étang. Puis quand je pars en vacances, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, ma femme pourra confirmer, je pars toujours avec de la lecture. Et quoi comme lecture? Évidemment des articles scientifiques, quoi d'autre? Et c'est en fait au bord de cet étang que j'ai lu mon premier article sur les inégalités de Bell, l'article de revue de Clauser et Shimoni, peut-être qu'ils connaissent. Et c'est ça, et c'est à ce moment-là, c'est peut-être dans cette chaise, je ne sais plus exactement, que j'ai décidé que ma vie sera dédiée aux inégalités de Bell. Voilà, j'en arrive aux conclusions. Donc la première, Dieu ne joue pas au dé, c'est donc les 3 erreurs d'Einstein. Dieu ne joue pas au dé, le monde est partiellement régi par le hasard, le futur est ouvert, et l'univers n'est pas une énorme horloge, en précisant quand même que le hasard n'explique pas le libre arbitre. Deuxième erreur, la nature est non locale. Il est faux de penser que toute influence se propage continuellement de proche en proche. Un hasard peut se manifester à plusieurs endroits à la fois, Bernay-Bellevue par exemple, du moment que cela ne permet pas de transmission instantanée d'informations. Et troisième erreur, l'uniforme des physiciens est sexiste. Voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci. Merci Nicolas, tu acceptes, je suppose, quelques questions bien sûr, oui, ça dépend de qui. Non, bien sûr. Alors, on va voir si l'indéterminisme va permettre de générer les premières questions. Lucie, tu as une question? Non. Tu vois, c'était tellement clair. Ah oui, là, il y a une question, je crois. Il y a un micro qui arrive. Voilà. J'aimerais bien que vous me disiez si les inégalités de Bell, que vous avez présentées, servent à comprendre le phénomène de non-séparabilité quantique, le fait d'avoir ainsi ces spins qui changent à distance. Oui, ça c'est... OK, merci pour la question. Surtout que c'est une question dont la réponse est facile. Oui, définitivement. Et en fait, justement, quand je disais que, je ne sais plus quelle année, j'ai démontré que la non-localité, on en trouve partout, dès que vous avez un état quantique non séparable, donc qui n'est pas un produit, ce qui arrive, disons, statistiquement, 100% des cas, dès que cet état est non séparable, il y a de la non-localité. Et donc, potentiellement, violation des inégalités de Bell. Donc, vraiment, violation des inégalités de Bell et non-séparabilité, on peut presque considérer aujourd'hui que c'est synonyme. Bon, Yves, tu as une question quand même. Mathieu, puis Francesco. Bon, ce sera un peu moins scientifique. Enlève ton masque, on entend quelque chose. Oui, papa.
Ce que je comprends pas, c'est que j'étais toujours parti du principe que tout ce que tu vends avec idée quantique, c'est justement de pouvoir communiquer de manière hyper safe. Et puis là, tu nous dis, ça ne permet pas la transmission d'informations. Quid? Très bonne question. Merci. Je suis fier de toi, mon fils. Oui, alors effectivement, lorsqu'on on communique un secret, ça se fait toujours en deux phases. Il faut d'abord avoir une clé cryptographique, ou si vous voulez, un mot de passe. Le mot de passe, ce n'est pas le message. Dans le mot de passe, idéalement, il n'y a aucune information. Et en plus du mot de passe, ensuite, il faut avoir le message qu'on veut coder. Ensuite, on combine ce mot de passe avec le message qu'on veut coder, on encrypte. Ça, en général, vous ne le voyez pas, c'est fait par votre ordinateur automatiquement. Mais il faut les deux. Donc le message, c'est vous qui le fournissez, ça, c'est pas le problème. Le mot de passe, il faut que le mot de passe soit le même chez Alice et Bob, chez toi et la banque, mettons. Et il faut que ce mot de passe, il soit au hasard. Mais ce hasard dans lequel c'est exactement ce qu'il fait. C'est du hasard, du pur hasard. Donc le mot de passe n'a aucune structure et c'est le même des deux côtés. Hein, on va prendre que les cas où il n'y a pas la question 1-1, donc que les cas où les réponses sont identiques. Donc on a ici un mot de passe partagé, parfait. Et comme il n'a pas été transmis, personne ne peut l'intercepter. Donc la sécurité est garantie. C'est au hasard, c'est identique et il ne peut pas être intercepté puisqu'il n'est pas transmis, il est établi à distance. Par contre, avec ça, on n'a encore rien transmis comme information. Après, il faut utiliser ce mot de passe pour coder l'information que tu veux, je ne sais pas, ton ordre bancaire, pour continuer sur cet exemple, envoyer ça à la banque, et la banque, qui possède le même mot de passe que toi, va pouvoir le décoder et vérifier que voilà, c'est un ordre, voilà, ce que tu veux, quoi. Mais effectivement, c'est une très bonne question, je n'ai pas été assez précis là-dessus. Merci. Mais voilà, j'en ai le masque aussi. Mais le hasard n'explique pas le libre arbitre. Je crois avoir compris, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça un peu? Non, alors ça c'est une question difficile. Donc d'abord le libre arbitre, en gros on ne sait pas ce que c'est. Disons, on a tous le sentiment de ce que c'est, mais c'est très très difficile à décrire ou à définir. Mais donc pour le libre arbitre, il faut qu'on ait un certain contrôle sur ce qu'on veut faire, ce qu'on décide de faire. Mais il ne faut pas non plus que ce contrôle il remonte au Big Bang. C'est moi qui décide, et moi je n'étais pas là au Big Bang. Je suis vieux, mais pas à ce point-là. Donc, voilà, donc le déterminisme, ça ne va pas pour le Big Bang. Bon, il y a probablement des philosophes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est certainement ma conviction. Mais je ne veux pas non plus que mes actions libres soient juste au hasard. Donc le hasard, ou disons, le non-déterminisme est nécessaire, mais le hasard n'explique toujours pas le libre arbitre. Disons, pour être très franc, je ne comprends rien au libre arbitre. Mais j'en jouis. Et puis, les décanats successifs et rectorats, ils se sont rendus compte que j'ai du libre arbitre. Je confirme. Attends, le micro arrive. Je crois qu'il y a encore des gens dans la salle d'à côté, donc c'est bien quand même d'avoir le micro. Dans toutes les expériences qui concernent le deuxième point, si j'ai bien compris, dans toutes les expériences, on commence toujours avec deux particules qui sont proches. Et après, ça se propage. Les particules se propagent et après, on constate qu'il y a cette corrélation. Évidemment, en théorie, ce n'est pas la même chose peut-être, mais dans les expériences, on n'a pas vérifié, à ma connaissance, jamais on a vérifié qu'une corrélation peut exister à distance si cette corrélation n'a pas existé auparavant à une distance plus courte. Alors, merci pour la question, mais enfin, la réponse est 2 fois non, pour les 2 raisons suivantes. D'abord, en violant les inégalités de Bell, même si les particules viennent du même endroit et se séparent ensuite, comme dans notre expérience Bernay-Bellevue, là, elles venaient de Cornavin, d'une station Swisscom en fait à Cornavin, sont propagées par les fibres optiques de Swisscom, on peut montrer par le fait qu'elles violent les inégalités de Bell qu'elles n'ont pas pu se mettre d'accord à l'avance. Donc il n'y a pas de stratégie qui leur permette de se mettre d'accord à l'avance pour gagner à ce jeu de Bell. Toujours donner les mêmes réponses, sauf s'ils reçoivent les questions 1-1. Donc ce n'est pas suffisant de dire qu'elles viennent, que la corrélation vient de la source. Et puis deuxièmement, on a fait des expériences de téléportation quantique ou
permutations d'enchevêtrement, enfin des choses un peu plus compliquées que je n'ai pas mentionnées là, où on peut effectivement montrer une violation de l'unité de Bell, vraiment de l'intrication de deux particules qui ne se sont jamais vues. On peut faire deux parties ici, deux parties ici. Ici au milieu, on fait quelque chose, voilà, une mesure qu'on appelle une mesure de Bell, de telle sorte que ces deux-là, qui ne se sont jamais vus, n'ont aucun passé commun, se retrouvent intriqués et peuvent effectivement violer l'unité de Bell. Donc l'intrication, c'est vraiment quelque chose qu'on peut distribuer sur des distances de plus en plus grandes. C'est les fameux répéteurs aussi que ce recteur a évoqué tout à l'heure, sur lequel Michael, qui je ne sais plus où il est maintenant, vers là-bas, travaille beaucoup là-dessus. Alors pour l'instant, dans les vraies expériences, on est limité en distance, on n'arrive pas encore à, disons, 1000 km et hors de portée actuellement, mais en principe, on pourra aller à 1000 km, et pour l'instant, quand même sur quelques kilomètres, on arrive vraiment à montrer une intrication de particules qui ne se sont jamais vues. On peut en parler une autre fois, peut-être. Je reviens à Einstein qui a dit à Niels Bohr que Dieu ne joue pas au dé. Je vois personne. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Ouais. Je me mets à l'ombre pour... Il paraît que Bohr, le lendemain matin, a dit à Einstein, mais qui êtes-vous, Einstein, pour dicter à Dieu ce qu'il doit faire ou ne pas faire? Oui, donc évidemment, là, je n'ai pas pu faire toute l'histoire de Einstein-Bohr. Ils se sont vus souvent, ils se sont beaucoup parlé, ils s'appréciaient beaucoup. Il y a cette histoire magnifique, que, je crois que c'était à Vienne, ils montent dans un tram, ils commencent à parler de physique. Évidemment, ils oublient de descendre à l'arrêt où ils devaient descendre. Ils arrivent au terminus. Bon, ils rigolent un coup, ils reprennent le tram dans l'autre sens. Évidemment, ils oublient à nouveau de descendre. Ils vont jusqu'à l'autre terminus. Donc, évidemment, pour vous raconter tout ce que Bohr et Einstein se sont racontés, ça prendrait du temps. Mais effectivement, il y a eu des réponses du type que vous venez d'évoquer, où Bohr se plaignait, mais Einstein, bon, t'es un génie, mais tu ne peux pas dicter à Dieu ce qu'il doit faire. En particulier, quand il disait Dieu ne joue pas au dé, il y a une réponse toute simple, c'est qu'on n'a pas à dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en tout cas en physique quantique, c'est certain que Dieu joue au dé, la nature joue au dé, et puis en physique classique, on peut très bien maintenir la même position, pour autant qu'on adopte les mathématiques intuitionnistes au lieu des mathématiques classiques. Si l'uniforme de physicien est sexiste, laquelle vous proposez? Non, mais ça, c'est à vous de répondre. Je ne sais pas, mais je pense... Je n'ai pas de réponse. Franchement, je pense que pourquoi il n'y a pas assez de femmes en sciences ou en physique en particulier, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que... Disons, je pense qu'il y a en tout cas... on va demander à Lucie de décider quel est quelque chose de plus standard, de plus normal. Je pense que juste être complètement nécessairement mal coiffé, ébouriffé, des trous dans les pantalons et je ne sais pas quoi, un peu cet uniforme un peu qu'on trouve souvent, d'ailleurs aussi chez les matheux, là, chez vous, je ne crois pas que ça soit particulièrement attrayant, mais je ne sais pas, c'est à Élise de répondre. Non, mais alors est-ce que ce n'est certainement pas la réponse à tout ce problème, hein, mais ça pourrait peut-être en faire partie. D'accord, pas d'accord? D'accord, ouf. Est-ce qu'il y a moyen de connaître les questions dans l'autre salle? Il y a pas de possibilité. Ok. Alors, désolé, première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans cette salle? Oui, s'il vous plaît. Ici, puis après. Voilà. Puis après Laurent. S'il vous plaît. Voilà. C'est qui là? Ah oui. Merci beaucoup. Merci pour cette super présentation. Moi, j'ai une question plus personnelle. L'indéterminisme ou le déterminisme sont des positions qui vont bien au-delà de la physique. Et ma question, c'est est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes passé, peut-être d'un déterminisme qui est celui qu'on enseigne
habituellement dans la physique, à de l'indéterminisme. Est-ce que ce sont les inégalités de Bell qui vous ont fait ce passage-là? Est-ce que c'est une position que vous adoptiez déjà? Non, alors ça oui, merci, hein, c'est une bonne question. Enfin, c'est une question personnelle, mais disons, quand j'étais étudiant, et puis qu'on me parlait de théorie des probabilités, j'ai suivi des cours de maths, j'ai fait une licence de maths ici à Genève, et puis qu'on disait, voilà, ça c'est juste des fréquences. Les probabilités, c'est juste des fréquences. Mais non, une fréquence, c'est une série, mettons, de lancers de pièces de monnaie, mais c'est le contraire, c'est la séquence qui est une accumulation d'événements individuels. Ça ne peut pas être la séquence qui détermine les lancers. Donc j'étais assez confus, mais en tout cas, je ne comprenais pas ce que me racontaient les profs à l'époque. Pas seulement dans ce cas-là, d'ailleurs. Et donc, c'est une question que je me suis posée depuis très longtemps. Et d'ailleurs, mon premier papier dans un journal de philo date quand j'étais thésard. Et puis, sans probablement en parler à mon prof, j'ai écrit un article qui est sur les propensities, donc les propensions, cette interprétation des probabilités d'événements uniques. Il peut y avoir un événement unique, on ne peut pas faire des statistiques, et néanmoins, il y a une certaine probabilité qu'il ait lieu ou pas. Donc, si vous voulez, mon souci avec le déterminisme, il est bien antérieur aux inégalités de Bell. Mais évidemment, quand j'ai trouvé les inégalités de Bell, puis j'ai commencé à comprendre, pas tout de suite, hein, mais qu'il y avait un lien entre les deux, évidemment, j'étais super heureux. Laurent, s'il te plaît. Alors, j'aimerais juste d'abord te remercier beaucoup, Nicolas, on se connaît depuis 30 ans, pour ta capacité à mélanger la physique théorique de très très haut niveau. Donc, j'ai une thèse en physique, mais il y a des éléments que je ne comprends pas, même dans ta présentation, qui se veut être accessibles. Donc, bravo pour ta capacité d'arriver à mélanger l'aspect théorique, puis aussi des applications pratiques. Et puis aussi, bravo, parce que tu as toujours, dans mes interactions, j'ai vu autour de toi, tu as toujours laissé beaucoup de place à tes étudiants de te challenger. Tu es toujours resté très ouvert et tu ne fermais jamais la porte à des discussions ouvertes. C'est pour ça que je vais me permettre de te poser une question sur ta présentation. À un moment donné, tu mentionnes 2 hypothèses. Tu passes assez rapidement dessus. Et ces hypothèses, je pense qu'elles ont un rôle assez important. Ma question, c'est dans quelle mesure ces hypothèses, qui sont encore des hypothèses, si j'ai bien compris, qui n'ont pas vraiment une démonstration scientifique, parce que c'est des hypothèses, dans quelle mesure ces hypothèses, elles vont rester des hypothèses, ou bien il y a des gens qui travaillent pour essayer de transformer ces hypothèses dans un résultat scientifique? Oui, merci Laurent, merci pour ce que tu as dit, et merci pour la question. Donc voilà, ça c'est les 2 hypothèses, 1 et 2. 3, c'est un résultat expérimental, ce n'est pas une hypothèse. Que les distances existent, ou l'espace existe. Pour moi, c'est une évidence, c'est pour ça que je mentionnais cette distance à vélo entre Berne et Bellevue, je vous assure qu'il y a une vraie distance. Néanmoins, il existe des physiciens et des philosophes qui essayent de développer des théories de gravitation quantique basées sur l'idée que l'espace est un concept émergent. Je n'ai pas compris de quoi ça doit exactement émerger. Mais enfin, il est vrai qu'il y a des gens qui mettent cette hypothèse numéro 1 en doute. Donc c'est pour ça que moi, pour le théorème qui est, je crois, voilà, ici, il faut les hypothèses. Il n'y a pas les hypothèses. De toute façon, pour un théorème mathématique, il y a les hypothèses. On ne peut pas faire un théorème sans hypothèse. Donc, le point numéro 1 est une hypothèse. Disons, techniquement, nous, on va parler de no signaling, des choses comme ça. Et puis, la deuxième hypothèse, là aussi, même par exemple, cette Sabine Offenfelder, que j'ai citée là assez abondamment sur son scientisme, elle est persuadée qu'il n'existe pas de système indépendant. Donc elle va vraiment au bout de sa conviction, et donc elle nous dit, en fait, lorsqu'on fait un choix, ce n'est qu'une illusion, et même lorsqu'on choisit là, les questions pour Alice et Bob, là, ces questions X et Y, qui pratiquement reviennent à tourner un polariseur ou des choses comme ça, ben non, en fait, on n'a pas le choix, on fait ce pourquoi on a été programmé au début. Et l'univers, cette horloge, elle a été programmée pour qu'on ait des violations d'inégalité de Bell. Pour moi, ça devient... franchement, c'est du grand n'importe quoi. Mais logiquement, on ne peut pas non plus... Comment vous voulez que j'argumente contre? Si je donne un argument, on dit « Ah, tu as été programmé pour me donner cet argument. »
Mais voilà, donc il y a des gens qui mettent ça en cause. Je dirais le numéro 2, c'est pas très sérieux. Le numéro 1, il y a quand même beaucoup de physiciens qui y travaillent, donc voilà, respect. Mais c'est ça, disons. Le théorème, c'est si 1, si 2, et si l'expérience fonctionne, alors on a de l'aléatoire garanti. Là, il y a encore une question. Mais avec ce hyperdéterminisme que vous avez mentionné, comment ça rend compte de la loi de Bohr avec l'hyperdéterminisme de Sabine Hossenfelder que vous avez mentionné, comment ça tient en compte de la loi de Bohr et d'un état en superposition mesuré en dehors de sa base? Alors, il n'y a plus de loi de Bohr pour elle, tout est déterminé, donc c'est plutôt des modèles à la Bohm. Donc, il y a non seulement le point numéro 2 qui n'est pas satisfait, mais même le point numéro 1 n'est pas satisfait. Il y a action à distance instantanée. C'est la non-localité de Newton qui revient, avec ensuite quelques fioritures pour la cacher. Nous avons quelques minutes encore à notre disposition. Alors, s'il vous plaît, peut-être juste en bas. Ici devant, oui. Moi, j'ai une question un peu légère. C'est si Einstein assistait à cette conférence, qu'est-ce qu'il dirait? Alors ça, j'aimerais bien. Je pense pour Einstein, par où il faudrait commencer? Bon, d'abord, Einstein n'était certainement pas conscient qu'il existe des mathématiques avec le temps, des mathématiques temporelles, et pas que ces mathématiques atemporelles. Donc là, j'ai aucune idée comment il répondrait. Mais je pense qu'il serait assez ouvert, parce que là, ça ferait que rentrer de l'aléatoire, et je pense que, même s'il a beaucoup dit « Dieu ne joue pas au dé », je ne crois pas que c'est ça qui le dérangeait fondamentalement. Dans cet article là, de Flavio Del Santo que j'ai cité, la conclusion, c'est que justement, ce qui gênait Einstein, ce n'était pas l'aléatoire, c'était vraiment le réalisme. Et ensuite, alors quand je lui aurais parlé de non-localité ou de non-séparabilité, alors là, je pense qu'il aurait vraiment sacrément flippé. Parce que ça remet d'abord fondamentalement en cause son œuvre de la relativité générale, que tout se propage continuellement de proche en proche. Alors comment il aurait réagi après? Alors peut-être qu'il aurait suivi Sabine Hossenfelder dans son extrémisme, mais j'aime à croire que non, et qu'il se serait rendu à l'évidence. Je pense qu'une chose qu'Einstein n'avait pas compris, et personne à son époque l'avait compris, c'est qu'il n'y avait pas de transmission d'informations. Il y a juste ces corrélations qui s'établissent, mais sans transmission d'informations. Et on peut même remarquer que pour éviter qu'il y ait de la communication d'un côté à l'autre, il faut éviter de pouvoir copier de l'information quantique, cloner cette information. Alors, ça devient un peu technique, mais comment est-ce qu'on clone un photon? C'est l'émission stimulée. Je ne sais pas si je vous ai déjà perdu ou pas, mais il n'existe pas d'émission stimulée sans avoir aussi de l'émission spontanée. L'émission spontanée, c'est spontané, ça fait du bruit. Et c'est Einstein qui a dérivé, je ne l'ai pas mentionné, mais qui a dérivé le rapport entre l'émission spontanée et l'émission stimulée. C'est ces fameux coefficients A et B d'Einstein. Il y en a probablement là-bas les physiciens qui vont savoir de quoi je parle. Et c'est exactement pour ce rapport entre les émissions stimulées et spontanées qu'on évite que cette non-localité quantique permette des communications. Donc ça aurait peut-être intéressé Einstein, parce que là, il aurait vu que c'est ses propres théories qui sont juste à la limite. Si on pouvait augmenter les émissions stimulées d'un epsilon en gardant les émissions spontanées au même niveau, on aurait de la communication. On pourrait utiliser la non-localité pour communiquer. On ne peut juste pas. Et là, on utilise la théorie d'Einstein pour montrer qu'on ne peut pas. C'est comme ça que j'aurais essayé de le convaincre. Avec grand plaisir, je l'aurais fait. Je pense qu'on a eu la question idéale, la réponse idéale pour conclure cette présentation. Merci à vous d'être présents.
Merci à vous toutes et à vous tous, et surtout merci à Nicolas. Et comme le recteur nous l'a dit, à très bientôt, Nicolas. Oui, à bientôt et merci encore. Merci d'être venu.